Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Druard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Patrick Druard d'être avec nous sur ce plateau. Décideur engagé, vous êtes un chef reconnu, figure de la gastronomie française, président des Toques françaises, avec ce très bel habit que vous nous faites l'honneur de porter aujourd'hui. On va parler évidemment de l'association, les Toques françaises, association créée il y a 25 ans pour promouvoir la gastronomie française, défendre les produits du terroir et accompagner aussi surtout les jeunes talents, on va en parler. Exactement. Très important. Oui. Et d'abord, on a envie de parler de vous, Patrick Druard. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu chef? La cuisine, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur dès le plus jeune âge? Pas depuis le plus jeune âge, parce que moi, je voulais être vétérinaire. D'accord. Oui, c'est deux choses différentes. Vétérinaire, quand on m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour être vétérinaire quand vous êtes jeune, ne comprenez pas qu'il faut faire des maths, des études longtemps pour soigner les animaux. Donc, je suis né dans un restaurant, puisque ma mère était restauratrice. D'accord. Donc, Dans quelle région? elle était à Paris. Non, je suis D'accord. parisien. Je suis né à Paris depuis des années. Bon, c'était pas Paris, c'était Charenton, mais ma maman a toujours été restauratrice. Je suis né dans un bistrot, hein, il faut le dire. Donc, naturellement, je voulais être pâtissier, pas cuisinier à l'origine. Et donc, j'ai commencé mon apprentissage par la pâtisserie. Chez Le Doyen. Exactement. J'ai fait 4 années au restaurant Le Doyen avec des très grands chefs. Vous avez commencé fort, hein? Oui, alors ça, c'est aussi la chance de pouvoir rentrer dans cet établissement très renommé à l'époque, puisque c'est un 2 étoiles, mais c'est un des plus beaux palaces parisiens, avec Monsieur Lejeune, Guy Leguet, qui est un meilleur ouvrier de France, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, mais qui a formé 19 meilleurs ouvriers de France, 4 Bocuse d'Or. Ouais. Donc je rentre dans une usine de gastronomie et sorti de mon petit bistrot, je faisais des cassoulets avec le chef ou une caisse montée comme ça, je me retrouve dans une usine gastronomique. C'est importante. D'entrée. Bon, mon frère avait commencé avant moi en pâtisserie. Le chef me reçoit, j'y vais, j'ai 15 ans et demi. C'est jeune, Oui, on sortait. Ouais. C'est sûr, à pro de ça. De toute façon, à l'époque, c'est 16 ans, on allait en apprentissage ou on continuait les études, mais comme je me voyais pas faire les études pour être vétérinaire, je me suis dirigé, donc je voulais être pâtissier en fin de compte, et très gourmand, et je suis toujours un peu gourmand, et puis j'adore la pâtisserie. Et du coup, j'en rentre dans cet établissement qui est magnifique, qui s'appelle Le Doyen, et le chef tout de suite, il donne la Zetki, mon Patrick. Vous êtes seul? Oui, vous reviendrez avec votre allemand. Déjà d'entrée, parce que pour se présenter, moi je pensais que j'y allais comme ça tout seul. Ah oui, d'accord. C'était vraiment la coutume ou la bien. Il fallait oui, puis il fallait que les parents accompagnent. C'était très important à l'époque d'avoir un apprenti qui se présente. Même si mon frère était déjà dans la maison, il fallait vraiment que. D'accord. Donc vous comprenez tout de suite où vous tombez, parce que ça refroidit. Alors il y en a d'autres qui seraient jamais revenus. Moi, je suis revenu et puis j'ai passé 4 années extraordinaires avec le recul. Au quotidien, c'est quand même un métier dur. Bien sûr. On compte pas 16 heures en plus, hein. On comptait pas, oui, c'est à l'époque, c'était. C'est 48 heures en tant qu'apprenti. Oui, on n'était pas aux 35 heures en tout cas. Hein. D'abord, on savait pas. Quand moi je me vois faire des cocktails pour 1000 personnes, j'ai pas tout seul en pâtisserie, on était 7. Quand on faisait les cocktails pour 1000, on n'avait pas d'industriel à l'époque pour faire la pâte à choux, la glacer, la remplir, la garnir. Et il faut aller vite. Non, puis on arrivait le matin à 8 heures, on finissait à minuit. Et j'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Donc très tôt dans ce monde professionnel, et ça vous a plu. Donc, et comment vous avez gravi les échelons? Alors, l'ambiance, par expérience, d'abord je passe un CAP pâtissier, ça se passe bien. Le chef me dit, t'as ton CAP, donc si t'as pas ton CAP de pâtissier, tu montes pas en cuisine. Donc je monte en cuisine, mais comme j'étais destiné à faire la pâtisserie, je prends la cuisine comme ça un peu, et puis très déstabilisant en même temps. Alors là, c'est une brigade, c'est un service beaucoup plus rythmé que dans la pâtisserie. C'est les entrées, les plats, les légumes, c'est très militaire, très militaire. Et ce qui me surprend dans les cuisines, c'est que j'ai pas de recette. C'est-à-dire que en cuisine, en pâtisserie, on dit la pâte sauce sablée, c'est tant. Vous arrivez là-bas, c'est une carotte, un oignon, un peu d'eau, un peu de vin blanc. C'est surtout, et puis je me sens pas bien la première année dans cet univers où c'est militaire, où on ne nous explique pas, c'est pas aussi carré que la pâtisserie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on sait que la cuisine, c'est pas aussi carré. Et donc, une touche personnelle. Ouais. Et puis je tombe sur un chef qui me donne l'amour de ça, qui a compris que le management, et on l'a encore aujourd'hui, le management, c'est pas simplement
à la dure. C'est pas tu marches ou c'est comme Oui. ça et pas autrement. Ouais. Et ce chef-là m'a beaucoup aidé. En tout cas, moi, psychologiquement, j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne en main, qui l'explique, qui vous m'explique, qui comprenne que moi, je me fais pas fouetter pour avancer, que j'ai besoin d'un mot pour avancer. Et donc là, je découvre la cuisine et puis là, je suis très heureux. Et je retrouve vraiment ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, quand je finis les apprentissages du doyen avec mes 2 CAP, ben, je m'en vais à travers la France. Je vais à Nice, je reviens à Paris, je fais des salles à manger de direction, la Ganne pour Monsieur Attali. Et puis un jour, je rencontre Olympe, qui est une des plus grandes chefs de l'époque, un peu pique aujourd'hui, je dirais. Et puis il y a un copain, il me dit, Olympe cherche un chef, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, mais en me disant, mais celle qui fait les livres, les radios, les machins, ouais. Ouais, mais vous ne croyez pas. Non, j'y crois pas, mais je dis oui, j'ai 20 ans, je me dis, allez, pousse les portes. De toute Faut y façon, aller, oui, de toute façon, moi, ça a toujours été Bien sûr. ma motivation. Qui ne t'entend Ça, et puis, non, alors moi, on m'a toujours dit, tu tentes le truc. Si tu n'y arrives pas, de toute façon, tu resteras où tu es. Donc, tu risques rien. Le seul risque que tu as. Donc, je dis OK pour Olympe. Et puis, un jour, Olympe m'appelle. Elle me dit, Patrick Druard, venez boire avec son accent encore. Je vais pas le refaire, mais c'était formidable. Je l'embrasse d'ailleurs parce qu'elle est encore, quand on s'appelle de temps en temps et tout. Et autant au doyen, j'ai appris l'alphabet qu'avec elle, j'ai appris la cuisine. Oui. C'était pas la même cuisine qu'au doyen, ou très classique avec tous les gastro. Et chez elle, j'ai appris la cuisine. C'est-à-dire qu'elle m'a appris qu'avec le A et le B, on faisait autre chose que le A et B chez le voisin et qu'on pouvait tout. Il n'y avait pas d'interdit au doyen. Il y avait une liberté. Et une liberté totale, ce qu'on Voilà. retrouve aujourd'hui. Moi, je dis toujours la cuisine qu'on revoit aujourd'hui, c'est Olympe. Parce que C'est important ce que vous me dites sur je sais pas si on peut appeler ça du management en cuisine, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'image du chef qui maltraite les commis en cuisine, voilà. c'est pas mal. Ça a changé. Je sais pas dire, chaque chef. Ça vous. Chaque chef manage un peu différemment. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a un peu évolué. Sinon, on pourrait pas. Même pour recruter des talents, est-ce que aussi ça compte aujourd'hui, comme dans d'autres entreprises, par exemple? Pour moi, le talent il faut que le manager, le propriétaire, le patron, le chef, manage ses équipes complètement différemment de ce qu'on a pu faire à une époque. Avec la même exigence. Mais avec beaucoup plus d'exigences. Mais il faut qu'il sache psychologiquement trouver la faille ou ce qui va faire avancer la personne. Alors il y en a qui, moi je l'ai vécu, j'avais des gens, il fallait leur crier un peu dessus, mais sans méchanceté, parce que c'est ce qui le faisait avancer, comme on le voit sur un bord de terrain, football. De toute façon, le sport, l'armée, tout ça est relié. Ouais. Mais dans l'entreprise aussi, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont besoin d'être un peu bousculées pour avancer, puis il y a celles qui a besoin, et le manager d'aujourd'hui, s'il fait pas ça, il n'y a pas d'équipe. Et on a de plus en plus de mal à trouver. Moi, je vois au doyen, si j'avais des listes d'attente, aujourd'hui, je vois des gastros qui cherchent des gens. Bien sûr. Et parce que on voit même métier. On voit même des grands restaurants peut-être qui ne sont pas étoilés, mais qui sont obligés de fermer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de talent en salle pour servir. Salle, cuisine. Même en cuisine, j'imagine. Hein. Comment est-ce qu'on fait face à ces problématiques, selon vous, Monsieur Duard? Je pense que notre métier a pas su évoluer, mais pas à cause du métier, et c'est à cause de notre spécificité. C'est-à-dire qu'en France, on mange à midi, on mange à 20h, on a le 4h, on a le petit déjeuner. Donc, on a cette spécificité qui nous empêche de faire évoluer notre métier. Je discutais avec un chef qui est extraordinaire à Tour d'Argent. Et moi, je milite pour la semaine des 4 jours en restauration. Et 4 jours de repos? 3. 3, parce que c'est du 4-4, 4-3, 4-3. Mais après, il faut financièrement pouvoir et tout. Et je discutais avec ce chef. Oui, ça coûte cher. Et ça, alors c'est tout ça, c'est l'équilibre entre tout ça qui est compliqué à faire. C'est que nous, on travaille par service. Donc les services, vous êtes obligés d'avoir votre staff, etc. Et lui, il est arrivé. Alors Tour d'Argent, c'est pas le même prix que le petit bistrot d'en bas. Mais j'ai des copains restaurateurs qui, eux, ont fermé le week-end pour avoir du personnel. Notre problématique, c'est le personnel et trouver les gens qui veulent travailler. Donc, on doit s'adapter et c'est plus le contraire. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'employé qui vous sélectionne et c'est plus vous qui sélectionnez. Donc, il faut qu'on sache modifier notre management, l'adapter en tous les cas. Je pense que c'est dans toutes les entreprises aux personnes avec qui vous discutez, savoir leur donner une vision. Ça a été un effet Covid négatif parce que je suis pas sûr que ça soit le Covid. Le Covid a accéléré, certes. Ouais. Moi, je l'ai connu, je travaillais pas loin, je travaillais chez Virgin, où on avait ces horaires 7/7, 10h, minuit tous les jours. Et
c'est les années 90 à 2013, et de 2000 à 2013, avec l'évolution, l'informatique, plein de choses, les jeunes se sont désintéressés de ces métiers. Oui, les centres de télétravail, ça Sorti. aussi d'autres choses. Et nous, on peut pas le faire, ça. Oui, bien On sûr. peut pas faire du télétravail, donc il faut qu'on trouve une solution. Alors comment derrière on est aidé sur les charges, comment on améliore les charges des. Alors, il y a eu l'histoire de la TVA, mais on sait comment ça a fini. Bon voilà, il y a un modèle économique à trouver. Une question qui s'est posée dans l'actualité aussi, y a-t-il trop de restaurants finalement? Parce que certains chefs l'ont dit. Ouais, Le fait d'être labellisé maître restaurateur, par exemple. Ouais, c'est le combat de notre copain. Pour vous, c'est un faux problème? Oui, un bon restaurateur qui fait bien à manger, il sera toujours plein. Moi, bon style, le bon produit, le bon service, le choix. Après, il peut y en avoir beaucoup. Ce qui m'embête aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait beaucoup de restaurants, c'est qu'il y ait beaucoup de fast-food. On a plus, ça veut dire que notre consommation a complètement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la même démarche. On prend plus le temps d'aller au restaurant. Oui, alors qu'on a de plus en plus de temps. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on travaille 35 heures. Avant, on travaillait 48 heures. On avait le temps d'aller tous les midis manger 1 heure. Maintenant, on peut plus le faire. On n'a plus de temps. On veut plus manger au restaurant. On mange vite fait. On retourne au boulot. Donc, avoir beaucoup de temps libre a fait aussi évoluer la société et moins la restauration. Parce que nous, c'est un métier où il faut qu'on prenne le temps qu'on vous... Donc, j'en parle régulièrement. Je dis, à un moment donné, on va se retrouver avec des fast-food. On mange rapidement parce qu'il faut se nourrir, un peu à l'américaine. Et puis, vous aurez les restaurants où vous viendrez faire une fête, vous viendrez avec des amis. Aux Toques Françaises, on défend aussi les produits du terroir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est important d'en parler aussi. Les agriculteurs, ça, pitié, aidez-les. Je ne comprends pas ce pays ou ces politiciens, excusez-moi, mais c'est pas, je sais qu'ils ont plein de choses, plein de sujets, plein de lois, mais c'est le cas. Et surtout quand on a l'intention de réindustrialiser un pays, il faut défendre déjà ce qui est sur place. Il y a des choses simples à faire. Bien sûr. Que de les aider, c'est pas compliqué. C'est-à-dire imposer aux magasins 70% des produits français. Moi, je vais régulièrement dans une chaîne, alors je sais pas si on peut la nommer ici, mais quand je regarde les produits, c'est que de l'espagnol. Mais l'Espagne, ils n'ont pas de scrupules à mettre des mauvais produits. Pourquoi on n'impose pas à ces chaînes 70% de nos produits? On impose des produits qui viennent de l'Union européenne. Ouais, mais on n'a pas les mêmes règles. Ouais. Moi, je suis pour l'Europe, mais ils ont le même SMIC partout, les mêmes obligations salariales, les mêmes contraintes sanitaires, les mêmes contraintes environnementales. Et on n'aura pas de problème, on aura des produits équivalents. Ce qu'on n'a pas. Donc, nos pauvres agriculteurs, et moi, je défendrai le terroir. Les produits, c'est notre métier. Si vous voulez faire de la bonne cuisine, si vous n'avez pas de bons produits, faites pas de la bonne cuisine. Après, vous pouvez la masquer parce que c'est notre métier, mais voilà, à un moment donné... ça ment pas, en tout cas, je suis d'accord avec vous. On va passer à la question de nos partenaires à présent. Oui. Question de VL, le média d'information de référence des jeunes, juste après le jingle. Question de VL à présent. Dans un monde en mutation permanente, quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? L'humain, l'adaptabilité, faut être adaptable, faut s'adapter. La compréhension des gens et puis du monde. Je pense que le monde est petit maintenant. Il faut absolument que nos dirigeants futurs aient un regard plus national mais mondial pour pouvoir gérer une entreprise. Savoir s'adapter, savoir prévoir, anticiper. C'est tout ce que tous les dirigeants faisaient, je pense, à un niveau national, mais je pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin. Plus vaste. Et encore plus quand tout va bien. J'ai vu trop d'entreprises quand tout allait bien, et une que je connais particulièrement, en se disant qu'on est arrivé, et c'est là où le danger règne. Il faut nos patrons rester en alerte. Et bien sûr, surtout quand ça va bien. Parce que c'est quand ça va bien et on dit ça y est, on est... Question de Solon à présent qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn, et c'est juste après le jingle. La question de Solon à présent, dans 5 ans, comment est-ce que vous imaginez le rôle des réseaux sociaux dans la relation entre décideurs, citoyens et collaborateurs? C'est une vaste question. Hein. C'est une vraie question. On est dans un monde mouvant qui va très très vite. Ça va devenir central, à mon avis. Ça l'est déjà un peu, mais ça va s'accélérer. On utilise les réseaux sociaux dans la gastronomie? Obligé. Oui.
obligé. Celui qui s'aimait pas meurt. Moi, je le vois quand alors je suis assez venant d'une maison comme Virgin, j'étais assez piqué à ce genre de pratique. Quand je voyais TikTok, je savais que c'était un média qui demain, même si c'est un peu dérangeant parce qu'il y a du bruit de con, et aujourd'hui tout le monde est dessus, même les Bien sûr. parce que même le président de la République, je crois d'ailleurs. Hein. Donc, quelle est la relation des elle va être primordiale. Les messages vont passer par ça. Comment ça sera dans 5 ans, ça je ne sais pas. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit aujourd'hui. L'IA a modifié le sens Surtout avec l'intelligence artificielle, ça va être. Ben c'est celle-là. Différent. Le dirigeant de demain doit s'en imprégner énormément, ne pas être en retard, parce que s'il est en retard, il ne pourra pas rattraper. Et ça va devenir la boîte à dialogue, même si elle a déjà commencé avec Facebook dans les années 2000, puisque faut pas rêver, on est en 2025. En 2000, il n'y avait pas encore le portable. Donc, quand on voit l'évolution et la rapidité de l'évolution, le dirigeant, pour moi, de demain doit absolument avoir, et il doit se servir de cet outil qui, alors après, en termes d'humain, je sais pas comment ça va se passer dans une entreprise, mais ça va remplacer beaucoup de monde et ça, c'est un peu dommage. Mais en gastronomie, c'est pas envisageable pour le coup. Peut-être dans les. Non, alors, de notre côté, il n'aimera pas. De notre côté, la restauration, en tous les cas en France, à part cette partie qui va s'accélérer, mais je pense que les médias on l'a déjà, les médias vont apporter beaucoup à notre métier, c'est-à-dire que de la visibilité, de l'envie aux jeunes, là où il faudra qu'on soit très cohérent dans notre message via les réseaux sociaux, c'est de leur expliquer que c'est pas un métier facile quand même. Et souvent, on l'a eu quand on a eu les premières émissions de télé où les jeunes pensaient qu'ils étaient chefs en arrivant. Et moi, j'en ai reçu quelques-uns de top chefs ou de même. Oui, ça a beaucoup démocratisé. Mais ça a démocratisé, mais les gens ne se rendraient pas compte ce qu'était un restaurant. Faire à manger pour 8 personnes, vite fait, on lève les mains, on fout du bordel partout. C'est pas le même métier. Moi, j'ai eu un petit jeune qui a continué à faire ce métier d'ailleurs, qui a fait pas top chef, master chef, qui était amateur. Quand il est arrivé dans le restaurant, et je lui ai dit, je te confie ma cuisine, tu fais ta carte et tu vas comprendre. Et qui passait 4 heures sur un plat, je lui ai dit, attention, tu as 200 couverts qui vont arriver. C'est pas le même métier. Donc, il faudra se servir de ces réseaux sociaux pour donner envie. Mais l'envie, c'est pas spécialement la réalité. Donc, il faudra aussi qu'on n'oublie pas de leur montrer la réalité et l'envers du décor. Sans parler, on n'a plus le temps malheureusement des contraintes énergétiques, des contraintes de coûts. Produits, etc. Mais bon, c'est un vaste sujet, le coût des restaurants aujourd'hui. Voilà. Mais le coût des restaurants, moi, j'entends. Alors, quand on entend, une fois, il y a eu un débat sur le tartare que Thierry Marx disait. Mais oui, selon le restaurant, il y en a un qui va avoir une rentabilité à 2 €, l'autre à 4 parce que le service. Oui, les charges. Aujourd'hui, on a du chômage, mais on a des charges. J'entends tous les jours, les entrepreneurs ils sont. Quand on n'a que des contraintes et des charges. Aujourd'hui, moi, quand j'ai pris mon métier en chef de cuisine, à un moment donné, quand ça a commencé, on avait moins de personnel, j'étais obligé d'avoir 2 chefs. Un chef pour faire l'administratif, un chef pour faire la cuisine. On peut pas continuer, quoi. C'est compliqué. Et comment vous le vendez après à un client? Donc, le client, quand il va payer son assiette, 20 €, 30 €, 40 € selon le restaurant, parce que ça a 3 services. Bien sûr, il y a des coûts derrière. Tous les coûts qu'il y a derrière. Évidemment. C'est pas évident. Merci beaucoup. C'est l'heure de la question de l'hémicycle à présent, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Patrick Druard, aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez carte blanche. Qu'est-ce qui est à vous? Carte blanche, aider nos agriculteurs, mettez en avant leurs produits, il faut les aider. Je pense que sans agriculteurs, on n'est pas grand-chose. Alors la restauration encore moins, mais je pense que là, je ne parle pas qu'au niveau de la restauration. Moi, j'ai des idées simples, mais je sais pas si elles sont si simples puisqu'on est dans une Europe commune. Est-ce qu'on peut pas imposer 70% de produits français dans nos magasins, en tous les cas au niveau de la viande, au niveau du poisson, alors là, c'est européen, mais au niveau des légumes. Et si on ne peut pas le faire, est-ce qu'on peut pas imposer les normes, puisqu'on est en Europe, dans toute l'Europe, de la même manière? C'est-à-dire que si un agriculteur français a le droit ou n'a pas le droit de prendre un produit, il faut pas que l'Espagnol ait ce droit-là ou l'Italien. Voilà, c'est simple. Il faut aider nos gens qui nourrissent la terre. Moi, je suis contre le Mercosur. J'aime pas trop les accords avec le Canada parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Et une dernière petite chose, dans nos plats cuisinés qui sont vendus quand ils sont fabriqués en France,
c'est du fabriqué France, on l'appelle français, et je suis totalement opposé à ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on y met dedans. Je vais prendre le lentilles, parce qu'on en a parlé dernièrement. Le lentilles du Canada n'a rien à voir avec le lentilles du Puy. Donc, est-ce que quand William Serin ou une autre boîte va utiliser de la lentille, est-ce que ça va être fabriqué en France? Est-ce que ça va être un produit français? Ou est-ce que ça va être marqué canadien? Et ça, c'est des questions que seuls les politiques peuvent répondre, ou en tout cas essayer de faire appliquer ces lois-là. Merci beaucoup, Patrick Druard. C'est vrai que c'est en plus une question de souveraineté alimentaire. Mais bien sûr, de santé, de souveraineté Et voilà, il y a alimentaire, beaucoup d'enjeux. d'économie. Absolument. Il y a tellement d'enjeux derrière ça. Je suis peut-être terre à terre, mais C'est ce qu'on entend tout le temps, hein, finalement. oui, on l'entend, mais ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de taper La un plan préférence sur la table. nationale, en tout cas sur les produits. C'est pas la préférence nationale. Dans la gastronomie. On peut avoir des produits qui viennent ailleurs, mais qui est une réglementation identique. C'est-à-dire qu'on peut pas imposer un lentilles du Canada en France parce que l'Europe a décidé, why not? Mais qu'on dise ce qu'il y a dedans, et puis que ça soit marqué canadien. Et le coût du transport, en plus, n'est pas très vertueux, donc. Pas de transport. Puis des saisons, des hors-saisons. Bien sûr. Ah, On n'a plus le temps, malheureusement. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. On parlait pendant des heures. Ah, là, complètement, puis je suis disponible si il y en a qui veulent parler. Je pense qu'on est beaucoup dans la profession. Il y a Guillaume Gomez, il y a les cuisiniers de la République, il y a les maîtres restaurateurs. On est plein d'associations. On essaye de se réunir, de parler ensemble, mais on est prêt à tous essayer d'avancer. Je sais que c'est Oui, pas facile. déjà d'en parler, voilà, c'est une bonne chose. Merci en tout cas. C'est moi. Merci et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.